Louisette est solidaire. Pour ne plus inquiéter sa famille, elle a vendu tout son patrimoine pour finir sa vie dans un EHPAD hors de prix où elle ne sera lavée qu'une fois par semaine. Sylvie est responsable. Suite à la fermeture de son hôpital, elle s'entraîne à accoucher dans sa voiture au cas où elle n'arriverait pas à atteindre la prochaine maternité située à 1 heure de chez elle. Georges est écolo. Grâce à la privatisation de la gestion de l'eau de sa commune, son prix a été multiplié par 4. Depuis, il fait très attention à sa consommation. Tatiana est heureuse. Elle vient d'apprendre qu'elle attendra seulement 6 heures au commissariat pour déposer sa plainte après s'être fait agresser dans le métro. Avec Emmanuel Macron, mettons-nous en marche vers le monde de demain. Saloperie de Startup Nation. Ils ont beau nous vendre ça avec des paillettes et des ballons sur un lit de modernité. Leur politique ressemble quand même vachement à une bonne claque dans la gueule. Sachez que tous les exemples cités précédemment sont tirés de faits réels, ce qui en dit long sur l'état de délabrement des services publics que le gouvernement veut continuer de démanteler pour tenter de réduire l'endettement et les déficits, enfin, paraît-il. Parce que bon, depuis le temps qu'on bazarde le patrimoine public, si c'était la solution miracle à l'endettement et au déficit, on s'en serait rendu compte. Les privatisations ont débuté en 1986. Ils ont commencé par vendre des entreprises publiques au nom du dogme de la concurrence libre et non faussée et de la lutte contre l'endettement. Puis ils sont passés aux infrastructures, notamment les autoroutes, les réseaux d'adduction d'eau, de gaz et d'électricité. Aujourd'hui, ils liquident les dernières participations de l'État dans des entreprises et commencent à vendre des aéroports et des gares. D'ailleurs, la SNCF est en train d'être segmentée en diverses activités dans l'optique de sa privatisation, et le gouvernement prévoit en plus de vendre la Française des Jeux et de confier la gestion d'une partie des barrages à qui en voudra. En 86, la dette publique représentait 30% du PIB. Aujourd'hui, elle est montée à 100%. Et dans la même période, le total des prélèvements obligatoires est passé de 42 à 46% du PIB. Alors l'argument selon lequel il faut tout privatiser pour réduire l'endettement public et les déficits, et donc les impôts, c'est un mensonge. On nous avait aussi dit que les privatisations devaient conduire à améliorer la gestion des services en question. Mais à de rares exceptions près, on a assisté à des désastres systématiques. Les entreprises qui étaient des leaders mondiaux de leur secteur, quand elles étaient publiques, ont sombré en quelques années. BNP, qui a fusionné avec la banque d'affaires Paribas dans les années 80, est devenu un repère d'escrocs et de bandits internationaux. EDF et Areva croulent sous les dettes. Alstom a été démantelé et donné aux Allemands et aux Américains dans un scandale d'État terrible, merci Macron. France Télécom, privatisée à la fin des années 90, est devenue l'entreprise la plus endettée du monde en 4 ans, puis elle a été rachetée dans le cadre d'un LBO. Alors quand vous entendez LBO, vous devez comprendre escroquerie. C'est un montage financier qui permet à des actionnaires de racheter une entreprise avec une pyramide de dettes. Et pour payer ces dettes, ils siphonnent l'entreprise au point de pousser des salariés au suicide à cause des cadences imposées. Si tout ça vous paraît un peu flou, je vous conseille d'aller voir le reportage de Cash Investigation sur Page Jaune, qui a subi à peu près le même traitement que France Télécom. Le secteur des communications n'est pas le seul touché. En fait, tous les services publics de réseau bénéficiant d'un marché captif sont devenus les vaches à lait de leurs nouveaux actionnaires, en particulier les autoroutes et les réseaux d'eau. Les prix ont considérablement augmenté, tandis que la qualité de service s'est souvent dégradée. En somme, on nous avait promis le paradis de la bonne gestion à tous les niveaux, et au final, la dette a augmenté, les impôts ont augmenté, le prix des services privatisés ont augmenté tandis que leur qualité a baissé, et la course au profit de court terme a durci les conditions de travail des employés, les poussant parfois au suicide, et dans certains cas, ça a même détruit des entreprises et des savoir-faire reconnus dans le monde entier. Alors, face à ce bilan merveilleux, pourquoi ne pas continuer ? Dans le cadre de la loi Pacte, débattue à l'automne dernier au Parlement, le gouvernement prévoit de vendre ses participations dans la FDJ, Engie, anciennement Gaz de France, et Aéroports de Paris, pour un montant de 15 milliards d'euros. Et on sait déjà que c'est une très mauvaise affaire. Déjà en 2013, l'État avait vendu 13% d'ADP, et aujourd'hui, 5 ans plus tard, ces actions valent le double, et elles pourraient continuer de monter. On ne s'étonnera pas si dans quelques années un rapport indique que l'État a bradé ses actifs, ça c'est une routine dans ce genre d'affaires. Mais là, le progrès, c'est que les 15 milliards d'euros récupérés vont être gaspillés. Il est prévu que 10 milliards d'euros soient investis dans un fonds pour l'innovation
qui devrait rapporter 2 à 3% par an. Or, les participations de l'État dans ces entreprises lui ont rapporté 1,2 milliard par an en moyenne sur les 5 dernières années, soit du 8% par an. Il y a donc des génies au gouvernement qui ont trouvé que c'était une très bonne idée de vendre au privé des actifs qui rapportent 8% pour leur prêter le même argent à un taux de 2 ou 3%. Sans doute que les règles de bonne gestion de la Startup Nation dépassent le bon sens commun des mortels. Et puis il y a une deuxième erreur qui a été faite et alors dont nous portons tous la responsabilité, moi y compris, je ne me pose pas en censeur, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Mais ça ne s'arrête pas là. Oui, il y a pire. Les 5 milliards restants sur les 15 vont être utilisés pour le remboursement de la dette. Alors que les taux d'intérêt sont si bas actuellement qu'il vaut mieux rester endetté plutôt que de vendre ce patrimoine-là. Un enfant comprendrait qu'il est 10 fois plus rentable de refinancer sa dette à un taux de 0,8% et de garder son capital investi sur des actifs qui rapportent 8% plutôt que de le vendre pour se désendetter. En fait, vous empochez la différence entre le coût de l'argent et son rendement, c'est-à-dire ici 7,2%. C'est quand même mieux que le livret A. Si l'État veut se désendetter, il devrait d'abord couper dans des dépenses qui rapportent rien, et elles sont nombreuses. Adopi, la piscine de Brégançon, Brigitte Macron, etc. À la décharge de nos élus, cette fois le prix Nobel qui a eu cette grande idée se trouve dans un bureau à Bruxelles. Le gouvernement agit conformément aux grandes orientations de politique économique définies par la Commission, qui indique dans sa version 2018 qu'il serait prudent d'utiliser toutes les éventuelles recettes exceptionnelles pour réduire davantage le ratio d'endettement public. Et le gouvernement obéit. Bon, tout ça a été un peu technique, alors on va résumer cette vague de privatisation en une phrase. Retenez simplement que l'État va troquer, pour 3 sous, les actifs qui rapportent 1,2 milliard contre d'autres actifs qui devraient rapporter 300 millions. On n'est pas sûr. Derrière cette action en apparence idiote se cache un raisonnement mesquin et à courte vue. En fait, il s'agit de dégager du cash pour embellir le tableur Excel du budget 2019 qui doit plaire à la Commission européenne, c'est-à-dire présenter un déficit inférieur à 3% du PIB. Alors, c'est formidable, nous avons un joli budget 2019, nous sommes très contents. Seulement moi j'ai encore une question pour les députés qui ont voté cette loi. On est d'accord qu'en 2020, ces entreprises seront vendues et donc l'État ne touchera pas leurs dividendes. Ça veut dire qu'il y aura un manque à gagner d'au moins 900 millions d'euros par an pour l'État. Qui va payer? Qu'est-ce que vous allez encore vendre pour boucher ce trou? Parce que nous en fait, on compte pas trop finir comme les Grecs, et on commence à en avoir plein le dos de vos âneries. Ça vous plairait qu'on se serve dans votre patrimoine comme vous vous servez dans le nôtre? Mais s'il y a que ça pour vous faire comprendre le poids de votre bêtise et de vos trahisons, ça peut s'arranger. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Ce qu'ils font avec les entreprises et les services publics, ils sont aussi en train de le faire avec notre système social. L'arnaque a lieu sur votre fiche de paye. Si je vous dis qu'un smicard est payé environ 2100 € par mois, beaucoup ne vont pas me croire. Et c'est pourtant la vérité. Enfin, en théorie, vous allez comprendre. Comme vous le savez, en France on a un système social imposant, et son financement repose essentiellement sur le travail. Sans rentrer dans les détails, les cotisations raccrochées au salaire servent à financer les retraites, la sécu, l'assurance chômage, les allocations familiales, l'aide au logement des salariés, les transports ou encore la formation professionnelle. Les cotisations se divisent en 2 branches. Vous avez les cotisations salariales, prélevées sur le salaire brut du salarié, et les cotisations patronales, payées par les employeurs, mais qui ne sont pas vraiment du salaire dû à l'employé. En fait, c'est une participation des employeurs au système social. Cette distinction est importante pour la suite. Ainsi, votre salaire se divise en 2 parties, une partie de salaire net que vous touchez à la fin du mois, et une partie de salaire socialisé, financé par les salariés et les employeurs pour payer des prestations sociales et assurer divers risques de la vie. Le cumul de ces 2 parties donne un coût global d'environ 2100 € pour un smicard en 2018. Si bien que quand un politicien dit qu'il veut baisser les charges sur les entreprises sans rien vous donner en échange, vous devez comprendre qu'il veut baisser votre salaire, car la part des cotisations patronales qui financent tous ces services disparaîtra, et vous devrez la compenser avec votre salaire à vous.
Alors soit sous forme de hausse d'impôts, soit sous forme de baisse de prestations qui vous pousseront à payer des services privés, à condition que vous en ayez les moyens. Comme je le disais, 2100 € pour un smicard, c'est vrai, en théorie. Parce que la baisse du salaire socialisé est déjà bien amorcée, et ça fait longtemps que le smicard ne coûte plus cette somme à un employeur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des allègements Fillon? Non? Eh bien c'est une exonération sur les cotisations patronales pour les bas salaires. Elle commence à 427 € pour un SMIC, puis est dégressive jusqu'à 1,6 fois le SMIC brut. Ça permet à un employeur qui embauche quelqu'un au SMIC de ne plus payer aucune cotisation patronale, hormis l'assurance chômage et d'éventuels complémentaires de retraite. Macron et Hollande en ont remis une couche avec le CICE, créé en 2013. Cette fois, l'allègement de cotisation patronale concerne les salaires allant jusqu'à 2,5 fois le SMIC brut. Chaque fin d'année, l'État rembourse les cotisations patronales aux entreprises, sous forme de crédit d'impôt, pour des montants allant de 4 à 7% du salaire brut versé. Coût de la mesure en 2017, 20 milliards d'euros. Il n'y a pas d'argent magique. Le CICE était censé encourager les entreprises à embaucher en baissant le coût du travail. Mais des études ont montré que le nombre d'emplois créés suite à la mesure est dérisoire par rapport à son coût, et que l'immense majorité de ce crédit d'impôt, donné aux entreprises sans la moindre contrepartie, a fini dans la poche des actionnaires. Que fait Macron face à ce fiasco? Eh bien il transforme le crédit d'impôt en exonération définitive et renforce la mesure. L'allègement de cotisation pourra monter jusqu'à 10% du salaire brut, pour les salaires compris entre 1 et 1,6 fois le SMIC. La baisse supplémentaire portera sur ce qui reste des cotisations patronales après les allègements Fillon, c'est-à-dire l'assurance chômage et les régimes de retraite complémentaires. Et oh, surprise! Maintenant que Macron a saboté le financement des caisses de chômage, qu'est-ce qui se passe en 2019? Eh bien il renforce le flicage des chômeurs pour éviter que les caisses d'assurance chômage ne soient en déficit. Évidemment. Une fois de plus, il ne fait qu'obéir aux recommandations de la Commission européenne qui suggérait dans les GOPE de 2017 de regrouper tous les dispositifs de réduction du coût de la main-d'œuvre et de les transformer en réduction permanente de cotisations sociales. Ces exonérations de cotisations nous sont vendues comme des aides à l'embauche pour les personnes peu qualifiées, mais figurez-vous qu'ils ont oublié de corréler la mesure à la qualification des employés, si bien que tous les employés y sont éligibles, que vous soyez Bac-8 ou Bac+8. Alors, fatalement, ces exonérations font pression sur les salaires à la baisse, à croire qu'elles ont été pensées pour ça, et comme on l'a vu, elles détruisent le financement de notre système social qui enchaîne les déficits. Des experts n'ont plus qu'à débouler sur les plateaux de télé pour nous expliquer que ces déficits sont liés à la cherté et à l'inefficacité de notre modèle social qui n'est plus adapté à la modernité, aux défis de la mondialisation et blablabla. Le gouvernement entre alors en scène, équipé de la feuille de route européenne, et puis il décide soit de reculer l'âge de départ à la retraite, de baisser les pensions, de fermer les hôpitaux, de rendre dégressives les allocations chômage, ou de fliquer les chômeurs, par exemple. La technique habituelle pour privatiser consiste à rendre les mesures sociales inefficaces et non fonctionnelles, et d'attendre ensuite que les gens se fâchent afin de donner la gestion de ces programmes au privé. Attendez-vous à vous faire entuber jusqu'à l'os. Pour comprendre, on va imaginer le cas extrême où notre système social disparaîtrait du jour au lendemain pour basculer vers un système entièrement privé. Que deviendraient les cotisations dans ce cas? Il serait normal qu'elles nous soient reversées et qu'on donne 2100 € pour un SMIC, parce que sinon, on perd du salaire. Eh bien, dans la réalité, le SMIC net n'augmenterait que de 115 € environ. S'ils sont généreux. Pourquoi ça? Eh bien premièrement, parce que les cotisations patronales ne sont pas du salaire, et donc elles resteraient dans la poche des employeurs, comme c'est le cas actuellement. Et deuxièmement, parce que les cotisations salariales ont peu à peu été remplacées par de la CSG, qui est un impôt dû à l'État, qui transfère ensuite l'argent aux caisses d'assurance. Or, même si les cotisations et les caisses d'assurance disparaissent, vous devez continuer de payer l'impôt à l'État, il est toujours là, et il vous en fera pas cadeau. Alors à condition que la CSG n'augmente pas, n'augmente pas plus, on donnerait 230 € de plus par mois à un smicard pour masquer le fait qu'on lui en a piqué 730. Et en contrepartie de cette somme mirobolante, il devra se démerder pour payer son assurance santé, son chômage, sa retraite et tout le reste qui était payé par les cotisations. Par ce tour de passe-passe, l'abaissement considérable de notre niveau de vie nous est vendu comme un gain de pouvoir d'achat.
Combien s'élève le SMIC aujourd'hui, Madame la députée? Il est Combien? à combien le SMIC? Alors, alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas. Mais vous vous rendez compte? Mais non, monsieur. Et après, vous je dites sais que vous qu'il êtes est représentatif difficile. du Mais peuple. je sais qu'il est difficile. Vous savez pas combien il est le Madame la SMIC? députée. Mais je sais que Madame la c'est difficile députée. de vivre avec le C'est SMIC. hallucinant. Madame la Je députée. sais, sauf que je sais qu'on augmente. On devrait vous augmente faire le niveau passer de un vie. CAP. Quand je vous dis que grâce à la baisse des cotisations sociales, quelqu'un qui est au SMIC gagnera plus à la fin du mois. Mais madame- Peu importe que ce soit le chiffre exact. Venga, que las 2 de la tarde. Ce que je viens de vous décrire, c'est l'étape finale du projet, qui consiste bien à remplacer notre système social public par des organismes privés, c'est-à-dire remplacer un mécanisme de solidarité collective par des relations commerciales individuelles. Évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain, ce sera forcément une destruction progressive qui peut prendre différentes formes. Pour l'instant, ils en sont à remplacer les cotisations par de l'impôt, pour que l'État s'intercale entre les cotiseurs et les caisses d'assurance, afin qu'il ait la main mise sur le financement de notre système et qu'il puisse le saboter efficacement. On a vu que c'est déjà chose faite pour environ 40% des cotisations salariales qui ont été remplacées par de la CSG. Quant aux cotisations patronales, les exonérations massives sont pour le moment, et en partie, compensées par l'État qui pioche dans les recettes des impôts. Mais pas de n'importe quel impôt. Encore une fois, le gouvernement obéit à la Commission européenne qui recommandait à la France en 2016 de prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés, tout en élargissant la base d'imposition sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA. Donc les consommateurs vont payer les impôts et les cotisations des entreprises. Eh bien c'est exactement ce que l'on constate dans le budget 2019 présenté à l'automne par le gouvernement. D'abord, il est prévu que l'impôt sur les sociétés baisse progressivement tout au long du quinquennat de 33 à 25%. Et surtout, concernant les cotisations patronales, on peut lire « En 2019, les prélèvements obligatoires diminuent de près de 25 milliards après une baisse de 10 milliards en 2018. La transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales représente une baisse d'environ 20 milliards financée par l'État par le biais d'un transfert supplémentaire de TVA à la sécurité sociale d'un montant de 23,7 milliards. Ça veut dire que les cotisations patronales que les entreprises ne payent plus, c'est vous qui allez les payer, quand vous allez faire vos courses, ou quand vous allez à la pompe, mesdames, messieurs les gilets jaunes. Et comme cette politique est totalement injuste, le gouvernement met la responsabilité de la hausse des prix des carburants sur le dos de l'écologie, quitte à prendre les cons pour des gens. Macron a osé dire qu'il fallait moins taxer le travail et davantage ce qui pollue. Ben voyons. Comme si le système productif dans lequel nous travaillons et consommons n'avait rien à voir avec la pollution dans le monde. C'est bien connu. Allez, l'arnaque de l'argumentaire écologique a été confirmée récemment par Wikileaks. Des mails échangés en 2016 entre Alexis Kohler et d'autres membres d'En Marche dans le cadre de la préparation du programme présidentiel de Macron indiquent clairement que l'augmentation des taxes sur les carburants servira à financer les baisses de cotisations patronales, la raison écologique étant instrumentalisée pour faire passer la pilule. Alors je ne suis pas devin, mais dans un an, en janvier 2020, les journaux feront 2 titres. France, nouveau record de dividendes versés aux actionnaires pour l'année 2019. Le ras-le-bol des contribuables s'amplifie face à de nouvelles taxes, ou bien face à la hausse surprise de la TVA, ou face au diesel à 2 €. Au choix. Et quand vous en aurez ras-le-bol de payer plein pot pour des services dégradés, vous accepterez docilement que l'État confie à des acteurs privés la gestion de nos systèmes de santé, de chômage, de retraite, d'éducation, et pourquoi pas de tout le reste. Les vautours sont déjà prêts à dépecer la bête. À moi? Les agences d'intérim réclament la privatisation de Pôle emploi, les cliniques privées remplacent les hôpitaux publics, nos retraites seront bientôt jouées en bourse, à condition que vous ayez les moyens d'épargner. Et des écoles privées pour riches se feront une place dans l'enseignement devenu un marché, laissant à un État désargenté l'éducation des sans-dents. Cette orientation générale vers laquelle nous nous dirigeons n'est jamais pleinement assumée par les gouvernements successifs, qui prétendent, au contraire, vouloir sauver notre modèle social à chaque fois qu'ils le détruisent un peu plus, comme si au fond d'eux, ils savaient bien que ce projet est loin d'avoir le soutien de la population. Mais alors, si les privatisations ont de mauvaises conséquences et que les Français y sont opposés, pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent à le faire ? Eh bien finalement, la raison principale de tout ce merdier est un mélange d'idéologie et de cupidité.
Ces politiques sont promues par ceux qui veulent étendre la sphère marchande à des activités toujours plus nombreuses pour en tirer profit pour eux. Et pour nous vendre ces politiques, ils masquent leur avidité sous le vernis d'un discours technokratique autour de l'efficience des marchés, de la concurrence libre et non faussée, du progrès, de la modernité, il faut libérer les énergies du pays, et blablabla quoi, enfin c'est ce genre de conneries. Cette idéologie est au cœur des traités de libre-échange, de type CETA, TAFTA, et en particulier des traités européens, faisant de la Commission européenne le premier lobbyiste de ses intérêts privés. Comme on l'a vu au cours de cette vidéo, la Commission dicte annuellement à la France les grandes orientations de politique économique qui exigent continuellement plus de privatisation, plus de réduction des salaires et des protections sociales. La Commission dicte les GOPÉ dans le cadre des traités européens, au nom de la construction du marché commun et du maintien de l'euro. Il faut absolument comprendre que ces politiques sont directement reliées à l'existence de l'Union européenne et de l'euro, et les gouvernements successifs s'exécutent. Parce que si jamais vous parlez de Frexit, votre carrière politique est terminée et les chiens de garde sont à vos trousses. De l'extrême gauche à l'extrême droite, ils chient tous dans leur froc, et ils proposent une autre Europe. Alors chacun la leur, hein. Une Europe sociale, une Europe écolo, une Europe des patries, une Europe qui protège, une Europe sans racisme, une Europe qui fonctionne. Et ça fait 60 ans que ça dure. Seulement voilà, on ne peut pas contrôler un peuple contre sa volonté indéfiniment. On n'a pas voté pour la Commission européenne, on n'a pas voté pour que Macron privatise la SNCF, les barrages, les gares, les aéroports et tout le reste. C'était pas dans son programme. Et la dernière fois qu'on nous l'a demandé, on a voté contre les traités européens. Donc les politiciens ont de plus en plus de mal à masquer leur lâcheté et leurs abandons derrière les éléments de langage classiques et les discours technocratiques. Parce que les Français comprennent de mieux en mieux quelle est la direction finale du projet et qu'ils vont en prendre plein la gueule. À tel point qu'aujourd'hui, c'est bien cette opposition entre la démocratie et ces politiques économiques qu'on peut qualifier d'ultralibérales qui est à la base de la révolte des Gilets jaunes. C'est pourquoi il est devenu essentiel que tout projet de privatisation ou de réforme de notre système social soit soumis à un référendum. Faut arrêter avec cette politique des petits pas, avec cette accumulation sans fin de réformettes mal assumées, vendues à coups de promesses de lendemain qui chantent qu'on ne voit jamais. Parce que ça dure un temps, puis ça énerve les gens, et ils viennent toquer chez vous avec des engins de manutention. Si Macron et son gouvernement veulent proposer aux Français un nouveau contrat social, plus en phase avec la Startup Nation et la mondialisation, eh bien qu'ils le fassent. Vous mettez toutes les mesures que vous désirez dans un joli paquet et vous le soumettez à un référendum. Ainsi, nous saurons exactement quel modèle de société vous nous proposez, vous pourrez expliquer et faire de la pédagogie, et la question sera tranchée une bonne fois pour toutes. Après tout, mesdames, messieurs du gouvernement et de la République en marche, puisque vous êtes persuadés d'avoir raison de faire ce que vous faites, je suis sûr que le débat ne vous fait pas peur. Nous, on ne demande qu'à être convaincus.